Somnifère, le podcast. Ma franchise, je me la garde. Si je dois être hypocrite, je préfère me taire. À force de combiner, d'inventer des mensonges, on a le visage qui se déforme. Ceux qui combinent ont tôt ou tard la gueule de traviole, nous dit Arletty. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 23 mars et Somnifère vous plonge ce soir dans la campagne suisse avec l'histoire de Nathalie, une vieille dame qui fait son retour dans sa ville natale après des décennies passées à l'étranger pour gagner sa vie. Elle se prépare à une certaine solitude et se désole de n'avoir pas fondé de famille. Or son retour fait rapidement le tour de la localité et elle se retrouve dès son arrivée très entourée. Mais cet intérêt soudain vient-il d'une réelle affection ou est-il seulement intéressé? Et Nathalie regrettera-t-elle finalement ses choix de vie? C'est une histoire d'Edward Rod qui décrit avec talent les travers humains. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va commencer ce soir par prendre ensemble un moment pour rassembler tout ce qui relève du travail, des appréhensions, des craintes du quotidien et placer tout cela dans un tiroir de notre esprit que l'on va fermer à double tour jusqu'à demain. Peu importe ce qu'il s'est passé aujourd'hui, les soucis, les tracas du quotidien, tout cela attendra demain. Je vous laisse un court instant pour rassembler et mettre tout ça de côté. Je vous invite à prendre une grande inspiration, la plus grande que vous ayez prise aujourd'hui, et à relâcher à l'expire toutes les tensions et les émotions indésirables. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur les mouvements de votre ventre et de votre abdomen. Alors que vous inspirez et que vous expirez paisiblement. Prenez un moment à présent pour visualiser la version de vous-même qui serait la plus calme et la plus sereine. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez dans un état de parfait calme et de parfaite sérénité. Quelles seraient vos émotions? Les traits de votre visage, détendus, radieux. Le rythme de votre respiration, calme et régulier. On va à présent prendre un moment pour détendre chaque partie de notre corps, de la tête aux pieds. Je vais vous demander dans un premier temps de porter votre attention sur votre visage et d'en relâcher tous les petits muscles. Ceux de la mâchoire, ceux du front,
ceux de la lèvre supérieure et de la bouche, l'espace entre vos deux sourcils, les paupières. À présent, laissez cette détente se propager progressivement au reste de votre corps, en commençant par la nuque, le cou et les épaules, pour descendre lentement, progressivement, et arriver jusqu'à la pointe de vos pieds. Je vous laisse quelques instants pour laisser cette détente se propager et porter simplement votre attention sur votre corps. À présent que votre corps est entièrement détendu, portez simplement votre attention sur votre respiration. En observant simplement la manière dont votre corps inspire et expire. Les mouvements que cela provoque. Les variations de température à l'inspire et à l'expire. Observez simplement le flux de votre respiration, calmement, en douceur. Observez les appuis de votre corps avec le matelas. Et appréciez le fait d'être simplement là, dans le calme, en paix. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sentez comme la détente s'installe davantage à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Ce matin-là, vers 11 heures, par un froid aigu, par une bise sifflante qui avait secoué toute la neige des arbres, plusieurs dames bien emmitouflées dans leurs meilleurs manteaux mettaient une animation extraordinaire dans la salle d'attente d'habitude déserte de la gare de Nyon.
Arrivées fort longtemps avant l'heure du train, elles restèrent à se chauffer autour du poêle en fonte, en échangeant entre elles des phrases prudentes sur le froid, les retards fréquents des chemins de fer, la prédication du dimanche, la conférence que venait de faire un savant de la ville sur Anne de Bretagne, etc. Mais quand elles entendirent le coup de cornet annonçant le train, elles sortirent en se bousculant, comme si le train devait arriver en 4 secondes, et vinrent se poster en rang d'oignons dans le petit couloir de la sortie. Après quelques coups de coude adroitement dissimulés, ce fut Madame Mère, la femme du député du Grand Conseil, qui réussit à s'emparer de la première place. Sa tête sèche, à profil aigu, comme enveloppée dans un chapeau coupé sans ornement, dominait celle de ses compagnes, et de ses 2 mains, elle se cramponnait à la balustrade qui sépare le couloir du trottoir de la voie, comme si elle craignait qu'on ne lui prît sa place. À côté d'elle se tenait, solidement plantée sur ses 2 larges pieds chaussés de galoches, Mademoiselle Dupin, ancienne gouvernante dans une famille russe. Une vieille fille dodue, aux anglaises poivre et sel pendant le long de ses joues. Puis venait la directrice de l'asile des jeunes folles, la grosse Madame Le Camus, essoufflée comme toujours et parlant sans s'interrompre malgré son asthme. Elle avait pris le bras de Mademoiselle Dupin et de sa voix fluette lui susurrait déjà d'interminables histoires de là-bas. Ensuite, appuyée contre le mur, le regard sournois, l'air placidement machiavélique, la femme du pasteur Hurtaud semblait tapie à guetter une proie. Madame Lenel, grâce à une fausse manœuvre de sa fille Henriette au moment de la bousculade, aurait donc formé l'arrière-garde du petit bataillon si la vieille Catherine n'avait pas été là. Catherine était pourtant le personnage important de la réunion. C'était elle qui avait fermé les yeux au docteur Donnier. Et si à cette heure le couloir de la sortie était encombré, c'est que ces dames attendaient justement mademoiselle Nathalie Donnier, la sœur et l'unique héritière du docteur, qui revenait du fond de la Russie où elle était gouvernante, comme mademoiselle Dupin l'avait été, pour prendre possession de l'héritage de son frère. On pouvait supposer que la vieille Catherine conserverait auprès d'elle ses fonctions et son influence. Aussi, ces dames, c'est ainsi qu'à Nyon l'on désigne les personnes formant la société, lui témoignaient-elles toutes sortes d'égards. Et il fallait la presse du dernier moment, le désir d'être tout près de la porte et première à embrasser la voyageuse, pour expliquer qu'on la négligeât ainsi. D'ailleurs, la vieille bonne ne songeait pas à protester. Malgré la haute considération dont elle jouissait dans la ville, quoiqu'elle fût traitée en enfant gâté par tous les fournisseurs et par les amis de la famille, 40 ans de servitude avaient fait d'elle une créature passive. Son cabas à la main, les yeux perdus sous son éternelle bergère en paille brune, le menton en avant, elle attendait comme les autres, ruminant peut-être un vieux souvenir ou ne pensant à rien, quand elle se sentit prise vivement par le bras, au moment où le train entrait en gare. C'était Madame Lenel qui la guettait depuis quelques minutes et qui l'intercalait entre elle-même et Madame Hurtaud. « Comment, Catherine? Vous êtes la dernière? C'est honteux, venez là, mettez-vous ici. C'est vous qui recevez mademoiselle après tout. Prenez ma place. Nous ne faisons que vous accompagner. » Furieuses de s'être laissées prévenir, les autres dames se jetèrent sur Catherine, la firent tourner 2 ou 3 fois sur elle-même et la poussèrent à côté de Madame Mère qui la regarda de son air le plus aimable sans cependant lâcher la balustrade. Pendant la bagarre, Madame Lenel avait réussi à se glisser avec sa fille entre Madame Le Camus et Mademoiselle Dupin, et elle triomphait en se confondant en excuses. Puis l'ordre se rétablit rapidement, et quand le train s'arrêta, ces dames présentaient à peu près l'aspect d'une escouade de gendarmes rangés de front. Un même frisson les secoua toutes quand elles virent descendre d'un compartiment de première classe, perdu dans les fourrures, les mains embarrassées de paquets, une petite vieille cassée en 2, toute blanche et toute ridée. Une exclamation s'échappa de toutes les bouches. Ce cri, qui dans le pays roman sert à traduire les grandes impressions, et Madame Le Camus, qui depuis qu'on lui avait enlevé Mademoiselle Dupin se cramponnait à Madame Lenel,
babilla de sa voix entrecoupée. Comme elle est changée. On lui donnerait plus de 55 ans. Beaucoup plus, n'est-ce pas? Et pourtant... Mais la porte de sortie s'ouvrait. Mademoiselle Daunier s'avançait d'un pas clopinant et Madame Hurtaud cria d'une voix aiguë. « Mais non, elle n'est pas changée du tout, cette Nathalie. Elle est toujours la même. Je l'aurais reconnue entre mille, moi. » Et les embrassades commencèrent, interrompirent la circulation, bousculèrent les voyageurs, firent grogner l'employé qui recevait les billets. Et se prolongèrent pendant plusieurs minutes, quoiqu'Henri tirât Mademoiselle Daunier par son manteau en lui demandant si elle n'avait pas de bagages. La pauvre vieille ne pouvait lui répondre. En un clin d'œil, on lui avait enlevé ses paquets, et ahurie, elle passait de main en main comme une poupée, au milieu d'exclamations enthousiastes. Quelle joie! Enfin te voilà, ma bonne Nathalie, après tant d'années. Et Madame Lenel trouva moyen de placer plus de paroles que les autres. Voilà ma fille Henriette. Elle était encore au berceau lors de ton dernier voyage. Mais elle te connaît, je lui ai si souvent parlé de toi. À la fin, on poussa Mademoiselle Daunier dans une voiture retenue depuis 8 jours. On jeta Catherine à côté d'elle, et Madame Mère, dressée devant la portière, annonça. « Nous te suivons. Nous dînons toutes chez toi aujourd'hui. La bonne Catherine a préparé un repas pour fêter ton retour. » Et la voiture se mit en route. Mademoiselle Daunier n'avait rien pu répondre à toutes ces protestations qui l'étouffaient. Elle venait de traverser l'Europe dans presque toute sa longueur, elle avait la tête pleine du bruit des gares, les jambes ankylosées, le corps moulu. Elle souffrait de ses rhumatismes. Sa fatigue était telle que depuis bien des heures, elle ne désirait plus rien, et qu'elle n'avait pas même ouvert la portière en approchant de sa ville natale. Et pourtant, habituée par état à s'oublier, à trembler devant la volonté des autres, elle ne demanda pas qu'on la laissât se reposer en paix. Le fiacre en cabotant suivit des rues bordées de maisons neuves ou récrépies, toutes blanches avec des volets verts. Des noms nouveaux aussi éclataient sur les enseignes. La municipalité avait remplacé les pierres inégales des rues par de luxueux pavés plats, comme il y en a dans les capitales. Et Mademoiselle Daunier reconnaissait à peine, dans cette ville coquette d'aspect moderne, la vieille petite ville primitive où son enfance avait passé. Devant sa maison, des gens guettaient son arrivée, des mines inconnues, presque étrangères, ayant entre elles un cachet de ressemblance et comme un air de famille, animé par une curiosité inhabituelle. Mademoiselle Daunier répondit avec embarras au coup de chapeau et au salut qu'on lui adressa, se hâta de disparaître derrière sa porte, monta l'unique étage, fut chez elle. Chez elle. Depuis 30 ans, elle rêvait un chez elle. C'était pour acquérir un chez elle qu'elle avait enseigné la langue française, la musique et le dessin à l'étranger. C'était pour ce chez elle qu'elle s'était abreuvée d'eau minérale, à goût pourri, qui ne lui convenait pas, qu'elle avait pris des rhumatismes dans l'intempérie d'un climat glacé, avalé des humiliations qui lui restaient à la gorge, subi des reproches injustes en se ratatinant d'année en année, jusqu'à devenir la pauvre créature inquiète, malade, courbée en deux, épeurée et résignée qu'elle était. Maintenant, un hasard arrivé contre toute probabilité, la mort de son frère cadet, réalisait son rêve. Elle était chez elle, au milieu de ses vieux souvenirs, des meubles de son enfance, du salon en damas jaune qu'elle se rappelait, de la salle à manger où elle avait pris son dernier repas avant de quitter la patrie, où le vieux coucou avait sonné l'heure de son départ, comme il sonnait aujourd'hui d'une voix fêlée, celle de son retour. Mais toutes ces choses désirées, elle les avait trop tard. Sa pauvre taille voûtée ne se redresserait pas dans le grand fauteuil vert où l'asthme avait étouffé son frère. Le contact de ces chers objets usés ne ressusciterait pas ses souvenirs dans leur fraîcheur d'autrefois.
Est-ce que le dévouement mercenaire de Catherine lui remplacerait les affections qui entourent la vieillesse des autres femmes, de celles qui ont un mari, des enfants, de celles qui ont vécu au coin de leur foyer, dans la chaleur des affections familiales? Déjà dans la lassitude de cette arrivée, dans l'accueil de ses amis qui l'avaient oubliée depuis des années et lui revenaient avec la fortune, elle voyait poindre comme un regret de tout ce qui jusque-là avait été sa vie. N'aurait-elle pas mieux fait de rester là-bas pour mourir au milieu de sa fausse famille, entourée de ces soins charitables qu'on a pour les vieux chevaux, les vieux chiens et les vieux serviteurs? Ici, elle était chez elle, c'est vrai, mais tout lui semblait étranger. Arrivée depuis une demi-heure, elle attendait encore au salon comme une visite qui fait antichambre. Lentement, avec des précautions timides, elle avait ôté ses fourrures, posé ses châles sur le sofa. Elle s'approcha de la fenêtre et posa le front contre la vitre. La rue était déserte. Seul un vieillard l'arpentait à longs pas lourds. « C'est le pasteur Monard », dit Catherine, qui venait tirer sa maîtresse par la manche en lui annonçant que l'eau de sa toilette était prête. La vieille fille devint toute pâle, et son sang ne fit qu'un tour. Ce vieux à barbe blanche, ridé, solennel, vêtu de noir, elle l'avait aimé autrefois, quand il portait la casquette verte d'étudiant. Et voilà que toute l'amertume de cet amour avorté lui revenait tout à coup. Mais mademoiselle Daunier n'eut pas le temps de s'abandonner à ses impressions. À peine avait-elle changé de toilette que ces dames arrivèrent ensemble. Elles ne s'étaient pas séparées, aucune ne voulant s'exposer à faire son entrée après les autres. Et l'ennuyeuse symphonie de leurs compliments recommençait. Catherine avait préparé pour sa nouvelle maîtresse les plats favoris de son ancien maître, un noble chevalier au vin blanc, des côtes de veau à la béchamel, une pintade. Et ce qui la désolait, c'est que mademoiselle Daunier ne fit pas honneur au repas. Elle regardait les plats d'un œil terne, se servait petitement, et filait la viande avec son couteau, ne mangeait pas. D'abord, la conversation roula sur les talents culinaires de Catherine. C'était, pour toute phrase, des exclamations. « Oh, cette Catherine, comme elle a fait sa sauce! Seras-tu soigné avec elle? C'est que c'est un fin cordon bleu. » Mademoiselle Daunier avait haché sa salade en fines lamelles, dont elle s'amusait à broder des arabesques sur son assiette, pendant que madame Le Camus parlait, la fourchette en l'air. D'ailleurs, ces dames firent chorus, et pendant un instant, ce fut un hymne en l'honneur des gouvernantes et de l'étranger. « Et puis, ça développe l'esprit, » dit sentencieusement mademoiselle Dupin, pendant que madame Hurteau répétait en accentuant ce que venaient de dire les autres. « Je l'ai toujours dit, il faut qu'une femme voie du monde. Te rappelles-tu quand tu es partie, Nathalie? J'aurais bien voulu m'en aller aussi. On me parlait d'une place à Constantinople. J'aurais vu le Bosphore. C'est mon père qui n'a pas voulu. Il a toujours eu de drôles d'idées, mon père. » Puis quand il fut bien évident que l'assemblée était unanime sur la question, mademoiselle Lenel, ayant déposé son couteau à côté de sa fourchette, prononça nettement. « Pour ma part, il y a longtemps que je dis à ma fille Henriette, qui a 16 ans, qu'elle partira dès qu'elle aura 17 ans révolus. À présent que je te vois revenue et en bonne santé, et si heureuse, Nathalie, je suis plus décidé que jamais. D'autant plus que tu m'aideras à la placer, j'en suis sûr. » Un petit frémissement réprobateur courut parmi les convives. Une telle demande était prématurée, presque cynique. Avant d'importuner mademoiselle Daunier, il fallait lui laisser le temps de se reposer. Et madame Le Camus, qui se proposait d'utiliser le repas pour poser un jalon à une requête en faveur de l'asile, allait prendre sur elle de détourner la conversation, quand au milieu d'un silence profond, mademoiselle Daunier répondit avec une sorte de brutalité. « Ah non, par exemple, non. Je ne placerai personne. Il ne faut pas me demander de me mêler d'une affaire pareille.
Je ne suis pas de votre avis, mesdames. Je trouve, moi, que quand on a le bonheur d'avoir une fille, on la garde près de soi. Fallut-il partager avec elle son dernier morceau de pain. Des murmures d'étonnement se firent entendre, mais d'abord personne ne parla. Madame Lenel serrait les lèvres. À la fin, avec un effort pour dissimuler son embarras, elle balbutia. « Ce n'est pas une question d'argent, ma bonne. La question d'argent n'a rien à faire là-dedans. Il faut qu'une jeune fille voie le monde. Il faut qu'elle apprenne les langues. Toutes ces dames sont de mon avis. » Mademoiselle Daunier reprit en secouant la tête. « Je les ai apprises, moi, les langues, et j'ai vu le monde. On m'a promené à travers tous les pays, d'abord comme on promène une domestique, ou à peu près, puis comme on promène une tante pauvre. J'ai bu de toutes les eaux, je me suis baigné dans toutes les mers. J'ai vu toutes les sociétés. J'ai dansé avec des artistes illustres, et un grand-duc a daigné me remarquer. Je n'ai jamais senti une affection, une vraie, une de celles qui réchauffent. On me trouvait dévoué, et l'on exploitait mon dévouement. Et jamais on n'aurait eu l'idée que je puisse être autre chose que dévoué. Le monde est intéressant, oui peut-être, il y a de belles choses à voir, on s'élargit l'esprit. Mais avec tout cela, je suis vieille et je suis seule. Mademoiselle Daunier aurait parlé encore, mais une extrême agitation succédait à la stupeur qui avait accueilli ses premières paroles. Toutes ces dames se récrièrent, se levèrent, parlant ensemble, protestant ensemble de leur amitié. « Comment seule, chère amie? Comment peux-tu dire cela? Mais ne sommes-nous pas avec toi, nous qui étions comme tes sœurs? Nous serons ta famille, nous t'entourerons et nous te soignerons. Tu verras comme tu seras heureuse. » Et toutes les mains se tendaient vers elle, et les lèvres sèches de Madame Mère vinrent se poser sur son front. Et Madame Murteau réussit à verser quelques larmes d'attendrissement qui roulèrent dans son assiette vide. Puis quand le calme se fut rétabli, quand Catherine eut apporté le dessert et rempli les verres, on entendit la voix de Madame Le Camus qui, s'élevant dans le silence, commença lentement. « À propos, ma bonne Nathalie, tu sais que pendant ton absence, notre asile de jeunes filles... » Bonne nuit. Bonne nuit.